Vincent, on se retrouve pour un deuxième entretien, deuxième partie d'entretien. La première partie, on a accordé pas mal d'importance à ça, de la sexualité, et puis ce qu'il pouvait y avoir comme imprégnation et influence sur on va dire, les mœurs de la politique actuelle, que tu qualifies de biopolitique, enfin que c'est pas toi qui donnes ce mot-là. Tu as parlé d'Agamben comme référence, tu as parlé de Pierre-Henri Castel aussi, donc ce sont des références qu'on peut donner aux personnes qui nous regardent pour aller partir en arborescence après avoir lu ton livre, qui est en quelque sorte un puzzle que tu as reconstitué de manière contemporaine. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que j'ai pris des morceaux éparpillés, hétérogènes de l'actualité et qui me sont apparus, donc en lisant la philosophie dans le boudoir, comme tous se reliant de manière quasi aimantée à la philosophie de Sade, et ce d'autant plus que la question que je me suis posée, c'est au fond pourquoi Sade revient de manière aussi puissante. En fait, c'était un peu la question que... Parce que Sade n'est pas nouveau, évidemment, la philosophie dans le boudoir, ça date de 1795. Sade était à la mode dans les années 70, au moment de la Révolution 68. Alors justement parce que on considérait que Sade avait été un des grands artisans de la chute de la religion et des carcans, on va dire, justement de cette morale du corps un peu coercitive, imposée notamment à la sexualité, dont on voulait se débarrasser en 70 pour justement vivre sans entrave, une révolution sexuelle et donc jouir sans entrave selon la formule. Mais 68 commence par une sombre histoire de dortoir entre des garçons et des filles, effectivement. Et on veut plus de liberté. Et donc là, dans ce cas-là, on voit ça de manière extrêmement positive parce que justement, il va chasser la religion et toute la morale sexuelle associée à ça. Sauf que il va se passer quelque chose de très important en même temps, c'est que Sade va désacraliser complètement le corps, en réalité. Et il va faire de la désacralisation quelque chose d'impératif, de quasiment sacré, justement. Il va un peu inverser le principe et il va théoriser la désacralisation du corps et le rendre à quelque chose de purement matériel. Et donc il y a beaucoup de passages dans la philosophie dans le boudoir où Sade s'évertue à démontrer d'abord que au fond l'homme n'est qu'un animal comme un autre, c'est-à-dire c'est une certaine forme d'assemblage de matière vivante, mais qui n'a pas plus, pas moins de propriétés que celle des plantes, que celle des animaux. Et d'ailleurs, à ce titre, il va théoriser l'idée que le crime n'existe pas. Le crime n'existe pas parce que tuer quelqu'un, c'est juste rendre la matière vivante à la terre. Et au fond, une fois que vous êtes mort, disons qu'on vous enterre, et puis vous êtes mangé par des vers qui eux-mêmes vont être mangés par des oiseaux. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que on ne pouvait pas toucher aux défunts parce que c'était sacré, et qu'aujourd'hui, on a le droit de faire du compost humain. Mais il y a des sociétés, avec l'aval du gouvernement français, où on pourra être enterré et faire du compost humain dans des corps, alors que c'était fondamentalement proscrit il y a encore quelques années. Et là, sans passer par le comité bioéthique, on a ce passage-là à l'acte. Tout à fait, et ça le défend dès le début. Le défend dès le début, en fait, et ça va lui permettre donc cette matérialité du corps, l'idée que le corps c'est un assemblage de matière qui ne vaut pas plus, pas moins que n'importe quel autre élément. Donc, il peut retourner effectivement en fumier, en compost, c'est ce qu'il nous dit effectivement dans la philosophie dans le boudoir, et ça lui permet, par exemple, de justifier en gros l'infanticide. C'est-à-dire que il dira, la religion, vous avez dit que ce petit être qui est porté par le ventre de la femme, dès qu'il existe, est un être voulu par Dieu, et donc qu'on ne peut pas y toucher, et que par conséquent, il y a un caractère sacré. Dans la religion chrétienne, catholique notamment, il y a un sacré lié à l'enfant, le père, la mère et l'enfant, évidemment, est sacré, et on peut pas y toucher. Et puis on va développer dans la religion catholique notamment et chrétienne en général. Et quand il y a des morts, ils sont montrés en martyrs. Tout à fait. Donc c'est de montrer que c'est encore plus fort qu'une mort, on va dire ordinaire entre guillemets. Tout à fait. Et donc la religion va développer l'amour de l'enfant comme quelque chose de tout à fait sacré. Or, nous dit ça, comme on n'est que de la matière, en réalité,
l'enfant c'est juste une matière comme une autre, et puis on peut s'en débarrasser si on estime que la naissance est inopportune. Et en réalité, Sade est extrêmement dépopulateur. Il est dès le début en fait donc de la philosophie dans le boudoir, il explique que la grossesse c'est quelque chose d'insupportable parce que dira-t-il, les populations trop nombreuses sont ingérables, elles sont ingouvernables, et donc en particulier dans un État républicain où il y a une certaine forme de souveraineté de l'individu. Alors si tout le monde est souverain, ça va finir quand même par être un peu le bordel, et donc il n'y a pas besoin d'avoir une trop forte population, d'autant plus que Sade est très malthusien en disant de toute façon si la population est trop nombreuse, il n'y aura pas à manger pour tout le monde. Et là on commence à retrouver des idées assez transhumanistes et eugénistes. Eugéniste et transhumaniste. Le transhumanisme est un eugénisme pour une raison simple, c'est que le transhumanisme, donc visant la vie éternelle, il n'y a pas assez de place. Voilà, il y a un problème. Il faut quand même sélectionner un peu ceux qui vont vouloir pouvoir vivre éternellement. D'abord, ça pourrait être sûrement que les meilleurs. Et puis, ils pourront pas. Tout le monde ne pourra pas vivre éternellement sans effectivement qu'il y ait à manger pour tout le monde, qu'il y ait de la ressource énergétique pour tout le monde. Et donc, il va falloir forcément penser directement à la contraception, voire à la stérilisation. Et Sade est le premier, en fait, à défendre de manière très positive la contraception, la stérilisation et l'infanticide. Et en réalité, cet infanticide, vous savez que, quelque part, il existe en France par ce qu'on appelle l'interruption médicale de grossesse, en fait, qui peut, sous couvert de détresse psychosociale, en fait, de la mère, indéfinissable. Il y a eu une tribune dans Libération, un certain nombre de gynécologues et de médecins pour dire attention, on est en train de flirter quand même avec des choses très dangereuses, jusqu'à 9 mois, donc on peut, sous couvert... Jusqu'au terme, en fait. Jusqu'au terme, et c'est exactement ce que dit Sade dans la philosophie dans le boudoir. Donc il y a cette idée que le corps est une matérialité pure, qu'on doit traiter comme une matérialité en tant que telle, et eh bien si pour des raisons d'encombrement de population, on est trop nombreux, etc., faut surtout pas avoir peur jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que l'enfant naisse à terme. Et c'était une question que posait Eugénie de Mistival justement à Madame de Saint-Ange, qui lui expliquait comment avorter en fait, donc par des techniques assez violentes. Et Eugénie de Mistival demande, il dit mais si l'enfant venait arriver à terme, est-ce qu'on pourrait encore effectivement lui ôter la vie? Et Madame de Saint-Ange répond par l'affirmative à cette question-là. Et donc effectivement, à partir du moment où la sacralité de la vie et du corps ont disparu, tout ne devient que gestion matérielle qu'il faut rendre à un environnement qui est plus ou moins capable d'accepter la multiplication de la vie. Donc, il y a donc un eugénisme, parce que ce qu'on sous-entend, c'est la détresse psychosociale, c'est-à-dire que si dans l'environnement de la maman, on peut entendre, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas un environnement optimum, donc non productif. Donc quand tu parlais tout à l'heure, les meilleurs, c'est ceux qui auront la capacité à se rendre de manière productive et efficiente pour la société, soit pour produire, soit pour servir. Et donc ça revient, là tu parles des élites et tu parles de Trudeau également dans ce livre-là, et on voit qu'au Québec, il y a toujours à l'avant-garde du progrès, il y a ces lois aussi qui sont passées pour l'euthanasie, pour les adolescents souffrant de détresse psychologique. Et donc c'est-à-dire de mettre dans un souci d'équité la souffrance psychologique à égale valeur avec la souffrance physique, en disant il n'y a pas de solution à cet instant T de prise en charge pour l'individu souffrant, donc on ouvre la capacité à l'adolescent de s'auto-supprimer quelque part. Et donc là on est vraiment dans l'eugénisme, cet individu-là souffrant, il y a peu de chances qu'il soit efficient pour la société, donc on lui donne, on ne va pas le tuer, pas encore en tout cas, mais on va lui donner la possibilité, l'assentiment, voire l'inciter en disant ta souffrance est trop grande, tu sais qu'il y a un moyen pour l'interrompre, non pas un groupe de parole, mais peut-être plutôt une injection. Et là, ça commence, c'est vrai qu'il y a des voix populaires qui commencent à étendre ça au Québec à d'autres champs de la population. On parlait bien sûr autour des vieux qui ne sont pas productifs, qui ne servent plus à rien. Et puis, ça va être d'autres catégories également. On parle de manière plus ou moins assumée. Là, tu parlais on faisait référence aux lois bioéthiques de 2019 pour information. Et il y a énormément d'incitations, moi je le sais par plusieurs sages-femmes, et tu dois avoir des échos aussi, quand il y a des femmes enceintes de personnes de petite taille, on leur dit vous savez qu'il y a un parcours thérapeutique très rapide et qui fonctionne très bien. Par parcours thérapeutique, évidemment, on entend. Donc c'est-à-dire qu'on élimine
les personnes qui n'auraient pas un statut social, on va dire, conforme à pouvoir être productif. Alors, ça fait partie de la philosophie transhumaniste qui est d'inciter à une morale qui est la suivante: si vous ne donnez pas à votre enfant au moment de la naissance toutes les chances de réussir socialement, alors vous êtes fautif. C'est-à-dire que, effectivement, si vous savez qu'il va être avec une petite taille, avec une maladie génétique, avec etc., et que du coup il ne sera pas dans la société élu pour occuper des fonctions optimales, alors vous avez fauté parce que vous n'aurez pas donné toutes les chances. On fait peser le poids de la culpabilité sur les parents et essentiellement sur la maman. Exactement, bien sûr, essentiellement sur la maman à qui on propose, comme tu l'as dit, traitement thérapeutique, entre guillemets. Donc bien sûr, c'est une suppression de l'enfant. Donc ça, c'est dans SAD, dans la philosophie dans le boudoir, et c'est assumé effectivement par les hommes politiques. Donc tout ce qui va être en fait biopolitique, qui est toujours un eugénisme, c'est-à-dire traiter l'enfant comme une ressource infantile matérielle qu'il faut optimiser, dans le but de servir la société. La société en France, en réalité, qui est le premier État-nation avec la Révolution, mais qui est aussi la première nation à mettre en place donc une biopolitique, c'est-à-dire l'idée que le corps des individus va faire l'objet directement d'une action de politique publique. Dès le début, en fait, cette nation française est eugéniste et elle est effectivement orientée vers la sélection des individus et leur éducation dans le sens d'un slogan très bien connu qui est travail, famille, patrie, où la famille, en réalité, n'a qu'un seul but, qui est éduquer les enfants pour servir le capital, c'est-à-dire l'industrie et l'agriculture d'un côté, et bien sûr l'armée. Et donc je rappelle effectivement dans le livre, donc dans Tout foutre en l'air, que dès le début, les révolutionnaires vont s'intéresser à cette matière infantile qu'ils vont vouloir dresser dans le sens d'une utilisation optimum. Et aujourd'hui, qu'on peut sélectionner par la technologie biologique et génétique certaines propriétés des enfants, et qu'on peut détecter très tôt tout ce qui n'ira pas dans le sens d'un phénotype optimum, aujourd'hui on propose effectivement des interventions sur le corps pour avoir les enfants en meilleure santé possible. Et donc, et puis il y a surtout la possibilité de prendre sur catalogue des ovocytes et de prendre sur catalogue également des mères porteuses pour aller y implanter des enfants qu'on aura choisis un petit peu. Et là, on est vraiment sur la marchandisation à la fois de la prévie, c'est-à-dire de l'ovocyte, qui n'est pas encore une vie réalisée, mais également d'utiliser le ventre d'une inconnue, qui est du coup en souffrance d'un point de vue du capital et qui est une ressource première, généralement dans les pays de l'Est. On pourrait partir en arborescence sur l'Ukraine, qui est un épicentre de marchandisation des corps, des organes, etc. Et donc, de choisir sur catalogue. Et là, il y a l'émergence médiatique des utérus artificiels qui commencent à arriver comme le fait d'habituer à cet élément de langage-là, qui devrait passer sur les fouches codiernes des comités bioéthiques, et qui s'instille avec extrêmement de simplicité, parce que effectivement, pour mériter sa place dans la société d'aujourd'hui où ChatGPT, l'intelligence artificielle, vont supplanter beaucoup de postes, en tout cas au moins de bullshit job, le peu d'humains qui resteraient devront être optimum. Donc si vous n'avez pas le capital génétique, ou en tout cas le profil correspondant à une efficience et à un rendement, vous ne servirez pas à grand chose, et peut-être que nous, parents, on serait responsables du futur malheureux de nos enfants qui seraient sur le carreau du capital. Oui, alors tu as bien fait de rappeler l'Ukraine, parce que justement je rappelle dans le livre en fait le rôle particulier de l'Ukraine et de son président Zelensky, en fait, qui est exactement l'incarnation de Dolmancé, c'est-à-dire celui qui organise le boudoir et donc qui fait du corps une matière sexuello-organique. Et l'Ukraine est donc aujourd'hui connue comme étant un des premiers pays justement pour la gestation pour autrui, pour le trafic de femmes, d'enfants, le trafic d'organes, la vente du corps humain en tout genre, la pédocriminalité également. Et c'est pas pour moi un hasard s'il y a cette guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine pour moi est plus
qu'une guerre géopolitique où l'OTAN viendrait mettre effectivement ses canons aux portes de la Russie. Pour moi, c'est une guerre de civilisation entre un Occident dégénéré vis-à-vis de son rapport au corps et effectivement un Orient qui reste plus traditionnaliste, on va dire. Et dans cette guerre en Ukraine, il y a du côté russe un rapprochement stratégique qui s'est opéré entre Poutine et l'Église orthodoxe. Église orthodoxe qui rappelle que effectivement l'Occident est plongé dans une crise philosophique, en particulier de la métaphysique, et comme tel possède un rapport au corps qui est complètement justement désacralisé, matérialisé, et donc qui va vers effectivement maintenant vers le transhumanisme. Tu as évoqué les utérus artificiels. De plus en plus, en fait, le transhumanisme, donc qui s'impose comme la nouvelle idéologie du corps, théorise l'ectogénèse. L'ectogénèse, c'est la reproduction donc et les naissances des individus qui se font en dehors de l'utérus de la femme et qui se font tout simplement dans des utérus artificiels dans des zones de production. C'est-à-dire que la reproduction devient en fait une production. Et en fait, c'est ça que j'interroge, qui est un petit peu la thèse pour finir du livre, parce que, comme je disais tout à l'heure, au fond, la question que je me suis posée, c'est pourquoi Sade revient avec une telle force dans la pratique de la sexualité. Et la réponse, elle est parce que justement s'impose une nouvelle idéologie sur le corps qui est le transhumanisme, qui va donc théoriser l'ectogénèse et donc ce qu'on appelle la phylogénèse, c'est-à-dire la reproduction de l'espèce à travers l'acte sexuel, disparaît. Et si dans la sexualité, donc, puisque le transhumanisme nous promet l'ectogénèse, la phylogénèse disparaît, que reste-t-il de la sexualité? Eh bien, c'est-à-dire l'ontogénèse, ce qu'on appelle l'autogénèse, c'est-à-dire effectivement le plaisir de l'individu pour lui-même. Et dans le transhumaniste, en réalité, l'individu est exactement, répond exactement à l'axiomatique donc anthropologique de Sade sur l'homme, c'est-à-dire un être purement égoïste, matérialiste, tourné vers la jouissance de lui-même. Et si au fond le discours sadien revient en force aujourd'hui dans la société, c'est parce qu'il est accompagné d'une nouvelle idéologie qui a besoin, en tant qu'idéologie de l'évolution, puisque le transhumanisme, dans le transhumanisme, le trans dit que l'homme d'aujourd'hui, en gros, est le chimpanzé de demain, et que ce trans est également une forme de transcendance, c'est-à-dire que l'homme va se dépasser au point que... C'est même presque le seul espace de transcendance rendu possible aujourd'hui. Tout à fait. Dans un espace désacralisé. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais sur le fait d'être uniquement d'un point de vue matériel. La semaine dernière, France Inter a fait une émission en disant l'angle, c'était l'instinct maternel n'existe pas. Et donc c'est assez intéressant, c'est-à-dire dans une époque où on a tous enfin, c'est objectivable d'un point de vue hormonal, on voit ce qui se passe entre le dialogue non verbal entre la mère et l'enfant, le fait que l'enfant, par son type de succion, voire ses cris, déclenche la production de lait, est tel type de macronutriments à tel moment de la succion, comment il va se positionner, qu'il y a des instincts de repère, enfin on a fait des études en double aveugle, enfin c'est ultra documenté, qu'à ce moment-là de la connaissance, on revienne à quelque chose qui paraît extrêmement régressif, mais qui va sens dans le progrès transcendant, c'est-à-dire, en fait, la mère ne sert plus à rien, elle n'a même plus besoin de porter la vie, elle n'aura même plus d'instinct pour s'occuper de son enfant, donc quelle est la place des femmes, en fait, de la femme avec un grand F? Tout à fait, et en fait la femme va être justement une femme sadienne, c'est-à-dire qui elle-même ne va avoir de désir sexuel que pour elle-même, dans le sens d'une jouissance purement matérielle, et que je qualifie dans le livre d'homéostasique, c'est-à-dire que ça permet en gros de maintenir la matérialité ensemble pour elle-même. Et il y a dans le livre que je rappelle, il y a des militantes féministes qui sont les femmes en fait, qui font un prosélytisme en réalité de la femme sadienne et qui n'existe en fait qu'à travers le fait précisément de refuser l'enfantement et de militer quasiment uniquement pour l'avortement. Et donc chez les femmes, la femme se réalise à partir du moment où quelque part elle refuse de porter les enfants et où elle ne voit dans l'enfant qu'une forme de matière qu'on peut effectivement supprimer si besoin. Et je rappelle dans le livre l'épisode d'Héloïse Bouton, donc en 2013 à l'église de la Madeleine, le 20 décembre en fait, qui va venir simuler l'avortement de Marie,
en fait, à l'aide d'un foie de veau sanguinolent, en gros, qu'elle va faire sortir de ses entrailles. Elle va simuler un foie de veau qui sortirait de ses entrailles et qu'elle va donc placer sur les marches de l'autel, après quoi elle va uriner sur les marches de l'autel, et un message suivra sur les réseaux sociaux: Christmas is cancelled, donc Noël est annulé puisque Marie a avorté Jésus. Et là on voit en fait dans cette mise en scène qui est assez importante à analyser pour elle-même que en réalité au fond tout simplement Marie donc accouche d'un foie de veau en réalité, et c'est-à-dire que Marie portait en elle quelque chose qui n'était pas humain. Et ce qui est mis en scène ici, c'est tout simplement la confusion des genres, c'est-à-dire que effectivement, on voit que comme dans le film Alien, en fait, les femmes pourraient, pourquoi pas, dans leur ventre, abriter autre chose que des êtres humains. Alors là, tu me lances sur la piste. Alors, moi, je suis un grand fan de la série Alien. Chacun son péché mignon. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans les lois bioéthiques, 2 août 2019, il y a la loi sur les chimères, donc hybridation hommes-animaux. Donc ça, c'est dans la loi. Monsieur Jérôme Marty. Non, Delfrécy, pardon. Monsieur Delfrécy. Et il y a aussi l'hybridation homme-machine. Et donc là, quand on est dans Alien, justement, Alien, c'est une hybridation, et quand on suit la série Alien, je vous encourage à revoir toute la série, il y a cette hybridation avec tout le côté éthique, tout le côté justement d'instinct refoulé, attiré. Et là, ce que ça me fait dire, c'est que derrière la femme sans sexualité, ça peut s'appeler une nonne, donc dans un espace sacré, et la femme qui refuse la vie en elle va dans l'espace plus sacré où il y aurait le religieux, venir transgresser le sacré au nom d'un nouveau sacré, c'est-à-dire le transhumanisme, c'est-à-dire une transcendance uniquement d'un point de vue matériel, en évidence sacrée, d'où le transhumanisme comme nouvelle religion sans spiritualité et sans sacré. Tout à fait, et c'est ce qui ressort selon moi justement des Femmes et de leur mise en scène. En fait, vous refusez d'accoucher d'un enfant puisque vous simulez l'avortement, mais en même temps, on comprend que vous pouvez abriter autre chose qu'un enfant qui serait quelque part un animal. Donc en fait, il y a une symbolique derrière l'acte d'Héloïse Bouton que j'analyse comme tel dans le livre, d'hybridation justement femme-animal, qui est justement, comme tu l'as dit, une philosophie du transhumanisme. Le transhumanisme, en fait, c'est la grande régression et la grande transgression du tabou d'indifférenciation. C'est-à-dire que, à un moment donné, pour exister, il faut se différencier, notamment de la mère, puisque l'enfant naît d'abord dans le ventre de la mère, et donc s'il veut s'individuer, il va falloir à un moment donné qu'il se différencie, et donc qu'il résiste à cette notion d'indifférenciation qui ferait qu'il resterait au fond attaché à la mère. Et en fait, cette indifférenciation, ce tabou d'indifférenciation, il est très puissant. Il a été théorisé dans l'anthropologie structurale par Françoise Héritier, donc qui a pris la suite de Claude Lévi-Strauss au Collège de France. Et elle montre que dans toutes les civilisations, il y a l'idée qu'on ne peut pas rapprocher ce qui doit être différencié. Et donc, ça s'exprime, comme toujours en anthropologie structurale, par les règles du mariage, qui dit que, par exemple, un homme ne peut pas épouser deux sœurs. Peut pas épouser une mère et la fille, parce que ça reviendrait à rapprocher en fait des genres et des personnes qui doivent être différenciées. Voilà. Et c'est d'autant plus important de les différencier qu'elles ont l'air de se ressembler et d'avoir un rapport de filiation justement. Et donc dans le transhumanisme, en fait, on fait sauter ce tabou d'indifférenciation, et donc on va mélanger tout ce qui ne doit pas être mélangé. Et la première forme de mélange, en fait, c'est celui des sexes. C'est pour ça qu'en fait, il y a un prosélytisme sur l'idée que le sexe, finalement, n'est pas donné biologiquement, et qu'on peut changer de sexe, et que finalement, il n'y a pas de sexe, puisqu'on peut être homme, femme, ni l'un ni l'autre, en fait. Revenir en arrière, et puis consommer sa personnalité, puis consommer aussi de la sexualité. Et on le voit aussi aujourd'hui, où il y a quelque chose qui est extrêmement décomplexé, où il y a même un commerce du sexe, on va dire, avec des adolescentes qui vont s'exposer nus, et puis on va s'abonner à leur contenu, et puis on aura pour quelques euros par mois, et de manière tout à fait assumée pour je fais ce que je veux de mon corps, à tout niveau, c'est-à-dire
niveau du changement de sexe, mais également au niveau on est carrément sur un acte de prostitution assumé, quand bien même il serait distancié par l'aspect numérique. On va dire que c'est un vaste mélange des genres. Et puis il y avait eu cette tentative là de mélange de générations aussi en Belgique, qui a été un peu avortée, sans mauvais jeu de mots, où il y avait en gros des étudiants pour payer leurs études devaient se faire prendre en charge par des retraités. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette époque-là. Et donc là, c'était il y a 4-5 ans, mais il y avait cette tentative de dire, là on est sur de la prostitution avec 2 générations supérieures. C'est-à-dire, je vais coucher avec mon père, voire mon grand-père, parce que là j'étais là. Plutôt que papy me paye mes études, ben c'est un papy étranger, mais en échange de quoi? Est-ce qu'il va le faire de manière philanthropique, le papy? Sans doute que non, mais en tout cas, c'était des pubs sur les campus, donc on est sur la promotion d'une certaine prostitution avec un mélange des genres qui est extrêmement étonnant. Mélange des genres, des générations, effectivement, puisque dans la sexuation, il y a la différenciation des sexes et la différenciation des générations qui est interdit, en particulier l'inceste. Et donc, on va aller plus loin dans le transhumanisme avec donc la transgression du tabou d'indifférenciation, qui va être donc le mélange des espèces, c'est-à-dire la fusion homme-animal, effectivement, comme tu l'as rappelé. Je rappelle que récemment, en Espagne, on a dépénalisé la zoophilie. Comme en Norvège. Comme en Norvège, effectivement. On peut aller dans des bordels à animaux, ou alors le faire chez soi, mais il faut juste pas qu'il y ait pas... Pour que ce soit pas répréhensible, il ne faut pas qu'il y ait d'acte de soins vétérinaires derrière. Exactement. Donc en gros, on peut faire ce qu'on veut avec son chien, son chat, son âne, mais il ne faut pas qu'il y ait de lésions. Exactement, voilà, exactement. Et donc ça, c'est typique, en fait, de l'antispécisme, c'est-à-dire du refus de la distinction entre l'homme et l'animal. Et le dernier tabou d'indifférenciation qui est transgressé, c'est celui de l'homme et de la machine, c'est-à-dire de la matière organique et de la matière inorganique, qui fait qu'on devient des cyborgs, c'est-à-dire des hommes hybridés avec une technologie... comme le promeut par exemple Elon Musk avec un implant micropuce cérébral, donc avec sa technologie Starlink. Là c'est quelque chose, là on en est sur des essais, donc c'est-à-dire d'hommes augmentés, mais alors soit par la fonction interne avec la prise on va dire de compléments alimentaires synthétiques, soit de manière externe, on va venir greffer des éléments bioniques qui sont programmés, voire contrôlés par des mécanismes. Là en l'occurrence ça serait la technologie 5G par les satellites Starlink, c'est-à-dire, et en gros c'est un peu le chantage, c'est de dire nous avons promu ChatGPT et toute forme d'intelligence artificielle, il y en a une vingtaine sur le marché aujourd'hui, vos enfants seront moins compétitifs, donc soit en gros vous êtes lucide et puis vous faites plus de gosses, ou alors vous acceptez qu'ils soient augmentés pour être efficients et concurrentiels dans le domaine capitaliste pour pouvoir tenir la corde avec, on va dire, ces machines. Et donc c'est l'hybridation ou l'obsolescence. C'est exactement ça. Et Sade, dès le début, est dans l'hybridation finalement, et dans le refus de considérer l'homme comme quelque chose qui serait fondamentalement différent de l'animal. Et c'est très bien dit dans la philosophie dans le boudoir. Et Madame de Saint-Ange aura cette phrase en disant « Mais moi, en gros, je suis de tous les genres, je suis amphibie. » Voilà, c'est ça qu'il dira. Et donc, le terme amphibie, il est très intéressant parce qu'il renvoie plutôt en général à l'humanité. Et donc, Madame de Saint-Ange, en disant cela, se prend elle-même pour un animal finalement amphibie, donc avec beaucoup de genres différents en elle. Et donc le mélange des sexes, le mélange des genres, le mélange des générations. Alors ce que pouvait pas évidemment prévoir ça, c'était l'hybridation sans doute homme-machine, parce que c'était technologiquement imprévisible. Technologiquement effectivement imprévisible, mais pour le reste, l'hybridation en gros homme-animal. Ça explique que l'homme n'a rien de particulier par rapport aux autres êtres vivants. Alors il y a quelque chose qui est très... Tu parlais de mélange, il y a quand même une chose moi que j'observe qui ne se mélange pas, sont les origines sociales, les classes sociales, et qu'on a vu un écart de langage d'un ou d'une députée, je ne sais plus, désolé pour l'approximation, j'essaierai de vous le mettre en référence dans la vidéo, c'est-à-dire en gros maintenant les ouvriers du bâtiment c'est plus fatigant, parce qu'on parlait de la pénibilité pour les retraites, parce qu'il y a des exosquelettes. Et donc là c'est de dire... ne vous plaignez plus, vous avez la technologie, donc bossez jusqu'à 75 ans, parce que vous allez être assisté, puis vous ne plaignez pas de votre lumbago, ou de votre arthrose, ou de vos inflammations articulaires, vous allez avoir un exosquelette. Et donc la personne est tellement déréalisée et coupée du réel,
qu'elle pense que tous les ouvriers du bâtiment ont des exosquelettes aujourd'hui, alors qu'en fait ça appartient à des micro-groupes, et puis évidemment c'est une technologie qui est extrêmement onéreuse, mais ça montre qu'il y a un décalage social entre une élite qui est uniquement dans l'intellect et dans la projection et dans la prospective d'installer de l'hypertechnologie partout, et puis la classe sociale inférieure qui, elle, trime pour essayer de survivre par rapport à une concurrence technologique de plus en plus féroce. On en revient à Giorgio Agamben et un livre qu'il a écrit qui s'appelle L'usage du corps, en fait, et effectivement... énorme pavé, et où ça démarre à l'esclave. L'esclave étant effectivement, eh bien, c'est un objet animé, dont le corps a un usage particulier qui est... c'est un outil. Exactement, un outil qui doit servir le maître, comme le maître se sert d'autres outils dans sa maison. Et c'est à ça qu'on revient. Et effectivement, l'exemple de l'exosquelette est fantastique, parce que c'est un exemple cybernétique, c'est-à-dire une augmentation de l'homme par de la matière inorganique technologique, de sorte que l'usage de son corps soit rendu à celui de l'esclave, qui va permettre la production d'une élite, parce qu'en réalité le transhumanisme... c'est pas pour vous. Hein. Voilà, c'est pas pour vous, c'est ce qu'on appelle une gnose en fait technologique, si vous voulez. Et donc dans la gnose, il y a l'idée que les gens qui ont la connaissance eh bien, sont les élus qui sont amenés à vivre mieux que les autres. Les autres étant là pour servir. Exactement, sont là pour servir, en espérant pour certains entre eux eh bien, passer dans la classe, on va dire, élitaire. Genre intermédiaire, avec comme perversion de devoir être encore plus asservi et asservir plus l'autre pour le désir d'une classe encore supérieure. Exactement. Et donc, ce qui est remarquable, c'est que les idées qui soutiennent le transhumanisme, en réalité, eh bien, on peut déjà les voir poindre chez Sade, en particulier donc, dans ce rapport jouisseur et individuel au corps, purement orienté vers un matérialisme. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'on observe dans la pratique sexuelle qu'on veut nous imposer. Vincent, un grand merci pour cet échange. Il y a eu pas mal de références, on espère que ça vous a intéressé. Donc je rappelle ton ouvrage « Tout foutre en l'air ». Sade, la sexualité, le transhumanisme et l'international élitaire. Donc voilà, on pourrait dire que c'est presque un manuel d'autodéfense intellectuelle sur la déferlante. Tout à fait. Alors j'ai envie de dire que j'ai écrit cet ouvrage, ce texte, comme une suite, j'allais dire, d'uppercuts philosophiques. Voilà, c'est-à-dire utiliser ce que la philosophie nous permet d'analyser pour renvoyer, alors qu'on a l'impression d'être un peu dans le coin du ring, cerné par le transhumanisme de toutes parts, eh bien de renvoyer des uppercuts pour se libérer un petit peu et s'oxygéner et mettre à terre les monstres sadiens qui veulent s'imposer à nous dans notre rapport au corps et à la sexualité. Ouais, puis comme on le voit dans les médias, en fait, il y a très peu de gens qui promeuvent ça. La plupart des gens, c'est vraiment par le lavage de cerveau et puis la pression qu'abdication, mais ne vous en faites pas, ça concerne une minorité assez tordue finalement. Oui. Donc rendez-vous avec le livre de Vincent sur exuvie.fr pour échanger. Puis toi tu donnes quand même pas mal de conférences pour avoir l'occasion d'avoir des échanges avec... Tout à fait, oui, je tourne en fait, voilà, si je réponds assez favorablement et assez facilement aux invitations des collectifs qui me demandent de parler. Voilà. Merci à toi pour la disponibilité. Merci Fabien. À bientôt. À bientôt.